Bonjour à tous, je suis Reha Bouhlis et vous écoutez Designer Marocain, un podcast dans lequel je discute avec des artistes, architectes, artisans et designers, tous ceux qui participent à la renommée du design marocain. Avec mes invités, on parle de leur parcours, de leurs sources d'inspiration, de leurs projets, tout en décryptant ensemble la situation du design au Maroc. L'objectif, apporter une dose d'inspiration et de motivation pour les idées et projets créatifs marocains. Pensez à vous abonner sur SoundCloud ou Apple Podcast pour ne pas louper un épisode et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis le plus active, @designermarocain au pluriel. Mon invité du jour est Fedwa Azhari, la créatrice de la marque Musk Studio. Designer graphique dans une agence le jour et artiste la nuit, elle mélange les langues, détourne les objets du quotidien, joue avec les mots pour nous faire découvrir son univers sous forme de cartes, affiches, carnets et tote bag. Fedwa nous livre tout le parcours qu'elle a mené pas à pas et qu'elle continue à poursuivre pour vivre de sa passion, incarnée par Musk Studio. Et ce qui m'a davantage touchée chez mon invité, c'est sa capacité à faire une réelle introspection sur sa vie pendant l'épisode, tout en me racontant ses doutes, ses échecs et ses réussites. J'espère que sa réflexion lors du podcast finira par la guider vers le chemin désiré. Je vous laisse écouter l'épisode pour en apprendre plus sur la marque et sur sa créatrice. Très bonne écoute à tous. Bonjour Fedwa, merci d'avoir accepté l'invitation sur Designer Marocain. Je te remercie de m'avoir invitée. Je suis très contente de participer à ton podcast. Je commence toujours par une petite question. Quel métier tu rêvais de faire quand tu étais enfant? Quand j'étais petite, je voulais être astronaute pendant assez longtemps. D'accord. J'étais vraiment passionnée. Genre, j'avais un petit télescope et tout. Et ça a duré jusqu'à ce que mon prof de maths en quatrième, je crois, me dise que ça allait pas le faire. J'avais des notes moyennes en maths, pas les notes qu'il fallait pour devenir astronaute, quoi. D'accord, je vois. Il a brisé mon rêve. Ah, le fameux prof qui brise nos rêves. Et je crois que quand j'avais 7 ou 8 ans, Ouais. je lisais le magazine, enfin, il y avait le journal de Mickey, je sais pas si tu connais. Oui. Il y avait plein d'expériences dans ce journal. J'ai découvert plein de trucs en fait à travers ce journal et je leur avais même écrit et je leur avais demandé comment on pouvait faire pour être inventeur. Donc je sais que j'ai une phase avant où je voulais être inventeuse. Et ils m'ont dit que ça n'existait pas vraiment et qu'il fallait être ingénieur ou designer d'objets. D'accord. Donc ils m'ont un peu... C'était hyper quand genre, ils m'ont envoyé une carte et tout. Ah bien. Ouais, j'ai eu une réponse tardivement, mais... Ah bah sympa. Et j'ai vu j'ai vu sur pas mal de tes interviews que tu es issue d'une famille d'artisans, donc de Melmin. Pourquoi, en fait, ne pas avoir perpétué plus dans ce savoir-faire familial? En fait, du côté de la famille de ma mère, mon grand-père et mes oncles, ils sont artisans Melmin dans la sculpture sur bois et la peinture sur bois traditionnelle. Alors, en fait, pendant assez longtemps, j'ai baigné un peu dans ça en grandissant. Et à un moment donné, j'ai demandé à ma mère si je pouvais apprendre. Enfin, juste par curiosité, pas pour en faire un métier à l'époque. Et en fait, elle m'avait dit que à la coopérative, il y avait pas de filles. En fait, les filles, elles allaient pas à la coopérative. En fait, c'était considéré comme un milieu d'hommes. D'accord. Et donc, voilà, je trouvais ça injuste à l'époque. Mais bon, comme je faisais mes études, je considérais pas ça comme une voie vraiment possible à l'époque. Mais j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir juste apprendre pour le plaisir, apprendre à... Oui, juste d'être intégré dans les ateliers, d'apprendre Exactement. un peu comme en fait un loisir, comme si tu allais faire un cours de danse ou d'art plastique, Voilà. tu allais faire un petit cours d'atelier familial, mais au final, justement, ça rentre dans ce côté où l'artisanat a souvent été, surtout avec les métiers, plutôt un métier d'homme en fait, en dehors de la tapisserie qui a été Je crois très... que maintenant ça a changé, et surtout depuis je pense qu'il y a il y a l'Académie des arts traditionnels, je sais qu'il y a beaucoup de filles C'est vrai. qui sont dans cette école, donc ça c'est super. Mais du coup, à l'époque, voilà, c'est un peu frustrant. Surtout
que, en fait, je savais que, par exemple, mon grand-père, il avait travaillé. Mon grand-père, je l'ai pas connu, D'accord. mais je sais qu'il a travaillé sur pas mal de projets. Par exemple, c'est lui qui a conçu la coupole du mausolée Mohamed V. D'accord. Ok. Donc, à travers, par exemple, en allant là-bas, j'avais l'impression de. Je ne l'avais jamais rencontré, mais j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de son essence à lui dans cet endroit. C'est toujours très touchant pour moi d'aller au mausolée. C'est un lien en fait qui existe entre lui et toi, même si tu l'as pas connu, grâce en fait à ce qu'il a laissé derrière lui. C'est ça. Et je trouve ça hyper intéressant, le fait de laisser quelque chose. Je crois que c'est quelque chose qui me. Enfin, c'est un peu un fil conducteur. Le fait de laisser une trace, même si on n'est plus là, et que ça se perpétue. Enfin, je trouve ça quelque chose qui me parle énormément. Est-ce que dans la famille, il y a eu des hommes qui ont continué dans cette trajectoire où là, il n'y a plus personne dans la famille qui fait, on va dire, du manuel, de l'artisanat? Après lui, donc il y a eu mes oncles qui ont aussi travaillé sur des projets de grande envergure, par exemple la mosquée Hassan II. D'accord. Et par contre, au niveau de ma génération, ben, il Oui. n'y a personne. Ah d'accord. Donc, en fait, il y a une coupure entre, on va dire, cette génération de tes oncles et cette nouvelle génération qui n'a pas du tout, du coup, suivi cette voie-là. Donc, en fait, tout le savoir-faire familial va se perdre sur les nouvelles Exactement. générations, s'oriente vers autre chose que ces métiers de main, en fait. C'est dommage, oui. C'est ça. Moi, je trouve ça hyper dommage. Bien sûr. Et c'est vrai qu'à travers ce que je fais, enfin, même si moi, enfin, je suis loin de perpétuer la tradition de manière classique, mais en fait, j'essaye à travers, enfin, j'essaye de temps en temps d'adapter en fait des choses qui me parlent dans l'artisanat marocain, Oui. mais d'une manière, enfin, à travers ma vision. Peut-être des choses un peu plus. J'essaie d'épurer, de déstructurer un peu. Pourquoi tu as choisi le design graphique? Comment tu t'es orienté vers cette voie et comment tu as construit ton parcours autour de cette voie-là? C'est une assez longue histoire parce que, alors même si je t'ai expliqué que je m'intéressais à l'artisanat et que je voulais apprendre, ben, j'ai jamais pensé à en faire à l'époque. Enfin là, quand je te dis, enfin je pense à ce moment-là, j'étais au collège. Pour moi, je voyais ça comme un loisir. Ouais. Ouais. Et donc, et déjà au collège, on avait des cours d'art plastique, mais tu vois, c'est les cours d'art plastique qu'on voit comme un peu la récré, quoi. Il se passe pas, enfin, c'est pas des cours hyper marquants. C'est le cours de musique, le cours d'art plastique. Voilà, c'est un peu le moment où les gens ils lâchaient prise et tout le monde faisait un peu n'importe quoi. Donc au collège, c'était comme ça. Je crois que c'était 2 heures par semaine. En alternance, je crois que c'était 2 heures tous les 15 jours. Et après au lycée, donc voilà, on avait plus de cours en seconde, en première, on n'avait pas de cours d'art plastique. Donc moi, j'ai fait, enfin, je me suis orientée vers, enfin, j'allais faire un bac ES, donc j'étais loin de tout ça. Voilà, ça m'intéressait, mais c'était pas non plus, je ne savais pas exactement à ce moment-là quelle voie vraiment j'allais suivre. Et en fait, il y a eu, alors en terminale, notre lycée, en fait, il y a eu la mise en place d'une option art plastique. C'est juste une option, c'est pas le bac art plastique, enfin, c'est une option. Et donc, moi, par curiosité, j'ai eu envie de m'inscrire. Après, en fait, je me disais, c'est que 2 heures par semaine, c'est pas non plus, enfin, même si c'était l'année du bac et qu'on avait beaucoup de boulot, ben, je me suis dit que enfin, j'étais vraiment curieuse. Je me disais, je vais apprendre des choses. Et cette prof, elle a été vraiment incroyable. Genre, tu vois, le genre de prof qui te marque. Oui, c'est ça, qui peut vraiment changer ta vie, quoi. C'est exact, ouais, c'est ça. En fait,
elle était stricte, mais grâce à elle, enfin, elle m'a ouvert les yeux sur un monde que je ne connaissais pas vraiment. Par exemple, pour moi, la peinture et tout, c'était des choses très figuratives. Enfin, déjà à l'époque, il y avait pas beaucoup d'expos. Il y avait pas vraiment des endroits culturels. C'est vrai, c'est vrai. Ça a pris du temps avant d'avoir autant de galeries, autant de lieux culturels. Et donc, en fait, grâce à elle, j'ai découvert que l'art pouvait être conceptuel et que enfin, c'était pas forcément du dessin ou de la peinture. Enfin, qu'il y avait tellement d'autres champs possibles d'expression. Et j'ai découvert des artistes comme Marcel Duchamp. Pour moi, c'était incroyable. De découvrir Marcel Duchamp, c'était fou. Enfin, de se dire que juste enfin, un objet pouvait devenir une œuvre d'art, un objet courant, tu vois. Enfin, et du coup, à un moment donné, je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. D'accord. C'était évident, genre c'était, j'en reviens pas d'autres mots pour expliquer. Je savais que c'était la voie que je devais suivre. Ouais. Donc après ton bac, en fait, tu t'es orienté directement vers l'art finalement et pas des études Et pas des études économie, finance, tout ça. exact. Ouais, c'était un virage à 180 degrés. Ouais, j'imagine. En plus, les gens, enfin, ils ne comprenaient pas forcément. Par exemple, dans ma famille, enfin, tout le monde me disait, enfin, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et tu vas devenir artiste? Comment tu vas gagner ta vie? Ouais, c'était très compliqué Ouais, je de comprends. les convaincre. Ouais. Et tu as suivi ta voie. Tu as quand même persisté. Oui, j'ai énormément insisté. En plus, ils voyaient bien que, enfin, en même temps, ils voyaient que ça me faisait du bien. Parce que moi, à l'époque, enfin, à l'époque du lycée, j'étais pas très bien dans ma peau. Donc, quelque part, ce cours-là en terminale, euh, il a été salvateur parce que, enfin, j'ai pu voir les choses différemment. J'ai pu voir que, enfin, surtout grâce à cette prof, enfin, en fait, elle a su voir mon potentiel. Elle m'a montré qu'on pouvait faire les choses d'une autre manière que suivre une voie, enfin, Ouais, toute tracée par les autres. voilà, une voie plutôt Et une classique. voie qui ne te correspondait pas au final. Donc, surtout que tu te cherchais, tu ne savais pas ce que tu allais faire. Et au final, grâce à elle, ça a été une révélation et du coup un tournant finalement dans ta vie. Et heureusement que ça s'est passé, tu vois, finalement assez tôt parce que tu es en terminale. Après, ça dépend comment on peut voir les choses, parce Mm. que moi, je considère que c'est un peu tard. Ah bon? Il y a des gens qui changent de voie à 30 ans, 40 ans, 50 ans. Tu sais, c'est 18 ans, c'est tôt, hein? Enfin, je vais t'expliquer pourquoi. En fait, je me suis inscrite dans une prépa artistique D'accord, à Toulouse. d'accord. Et en fait, c'est une prépa qui permettait de préparer les concours aux écoles d'art publiques. Oui, Et j'étais un peu obligée de faire une prépa parce que, justement, comme j'avais fait juste un an, enfin, c'était juste une introduction vraiment enfin, à l'art plastique, du coup, j'avais pas forcément. Enfin, c'est impossible que je passe les concours en terminale comme d'autres personnes peuvent faire, par exemple en France, s'ils font un bac art appliqué ou s'ils ont s'ils ont pris beaucoup de cours et qu'ils ont pu construire un portfolio avec une problématique autour de laquelle enfin, ils peuvent travailler. d'accord. Ils peuvent passer leur concours dès la terminale. Mais par exemple, dans mon cas, c'était impossible parce que déjà, il fallait se rendre en France pour passer à chaque fois tous les concours. Et déjà, j'en savais rien de tout. Enfin, à l'époque, je savais pas comment ça se passait exactement. Donc, ce qui me paraissait le plus simple, c'est même si j'allais perdre un an, Oui, que cette année de prépa elle ne comptait pas, mais que ça allait me permettre d'être sur place et d'accéder et surtout d'avoir plus d'infos, parce que quand même ici, on n'avait pas forcément accès à toutes les infos, à tous les types, parce qu'il y a plusieurs types d'écoles, il y a des écoles plus
accès art plastique, il y a des écoles qui font accès art appliqué. Mais, et du coup, ça, j'en savais rien du tout en terminale. Et donc, je suis allée à Toulouse. En fait, j'avais passé c'est une école où on passe un entretien et on présente on présente quand même un portfolio, mais voilà, ils savent que, enfin, Oui, que vraiment tu débutes, quoi. Ouais. et pourquoi je te disais que c'est un peu, enfin, commencer en terminale, c'est un peu tard, parce que quand je suis arrivée dans cette prépa, Ouais. j'ai trouvé, enfin, je me suis rendu compte que les personnes qui étaient avec moi en classe avaient un niveau incroyable, un niveau très élevé. Genre qu'ils avaient déjà appris la technique. Par exemple, moi je ne dessinais pas vraiment, en fait. J'ai appris à dessiner, mais c'était pas, j'avais pas un niveau poussé en dessin ou en peinture. Et du coup, je voyais des personnes qui étaient, genre, qui avaient le même âge que moi. Ouais, qui était soi-disant débutante, mais en même temps qui avait déjà acquis pas mal de compétences, en fait. C'est ça. Et en même temps, c'est vrai que, par exemple, en France, il y a beaucoup de choses enfin, ils ont accès à beaucoup plus de choses que nous. Par exemple, moi, si je voulais prendre des cours de dessin, enfin, et ça allait être très cher. Alors que, par exemple, en France, ben, soit c'était un tarif très bas, ou alors c'était dans leur lycée, ou c'était dans leur collège. Ouais, il y avait une grande différence par rapport à ce qu'on avait. Et oui, juste une option, on va dire, au bac, Voilà, c'était une avec, option. avec très peu d'heures de cours sur une année, et d'autres personnes qui dessinent depuis toujours, qui ont plus accès à l'information, qui ont accès à des cours gratuits, qui ont Qui ont évolué vers la... accès au milieu, enfin, à toute la scène culturelle. Oui, 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 bah oui, Excellent. bien sûr. Il y a tout ça aussi avec, hein, bien sûr. Ils sont habitués à voir des œuvres d'art, aller dans des musées. C'est toute Donc, une culture, en c'est fait. C'est toute c'est une ça. culture. Ouais. Et moi, enfin, quand j'ai vu ça, j'ai eu le syndrome de l'imposteur. En fait, je me disais que j'allais jamais y arriver, enfin, enfin, je me disais si toutes les personnes qui vont passer les concours ont ce niveau-là, ben, genre, c'était déjà mort pour moi, quoi. Et le directeur pédagogique de l'école, il me disait, mais non, nous, si on t'a choisi, on sait que tu ne maîtrises pas encore bien la technique, mais tu as une manière de voir les choses et de concevoir les choses qui nous intéressent. Et il m'a dit, je pense que tu pourrais il m'a dit, je pense que tu pourrais être prise aux arts déco. Alors que pour moi, tu vois, les arts déco, déjà, c'est hyper sélectif. Genre, c'est vraiment dur d'y accéder. Ouais. Ils prennent pas beaucoup de gens chaque année. Enfin, je pense qu'il y a 500 personnes qui se présentent. Je sais pas combien ils en prennent, mais vraiment très peu. Donc moi, je me disais, j'ai aucune chance. Enfin, vraiment, je voyais plus pourquoi j'étais là. Genre, et j'ai pris une décision que j'ai regrettée pendant un moment. Ouais. En fait, j'ai décidé de rentrer au Maroc. J'ai décidé de ne pas poursuivre. D'accord. Et donc, tu as arrêté au cours de J'ai l'année? arrêté au début. Enfin, c'était encore enfin, c'était je pense, au bout du deuxième mois, je pense. On Ah était oui, à peine en octobre. Ouais, ouais. oui, tu es allé vite en décision. Des fois, on prend des décisions qui ne sont pas. euh, Ouais, c'est vrai que enfin, pendant cette année-là, j'avais regretté par la suite, mais au final, je ne changerai rien. Enfin, là, avec du recul, je ne changerai rien. Même si j'ai décidé de rentrer. Et en fait, quand je suis rentrée, je savais pas vraiment quelles écoles il y avait, parce que je m'étais pas vraiment renseignée sur les écoles qu'il y avait Au Maroc, ouais. au Maroc. Et donc, je savais que le concours des beaux-arts était déjà passé. Ouais. Mais donc, enfin, on m'a dit qu'il y avait Artcom, il y avait le collège La Salle. Je pense que c'est tout ce qu'il y avait à l'époque, sur Kazan. Et donc, je suis allée visiter les deux écoles et finalement, j'ai choisi Artcom. Donc, j'y ai passé 3 ans. Et à la base,
Je ne pensais pas vraiment faire du design graphique. Je pensais que j'allais plus me diriger vers l'archi d'intérieur parce que je me disais que c'est ce qui se rapprochait le plus. Enfin, c'est là où je pouvais faire du design de mobilier ou des choses. Enfin, même s'il y avait pas ça, il y avait pas ça dans mon école. Mais je me disais que peut-être ça me permettrait enfin, de Mais passer de à ça. t'orienter sur vraiment le design d'objets, donc pas du tout le C'est ça, graphisme en fait. Ok. c'est ça. Mais pendant la première année, en fait, la première année, c'est un tronc commun. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas vraiment faite pour l'architecture d'intérieur. Ah oui. Qu'est-ce qui faisait que tu ne correspondais pas, on va dire, avec cette filière? En fait, je pense que le truc, c'était que j'avais des idées trop décalées. En fait, par exemple, quand je bossais sur un projet en archi, j'essayais toujours de choisir un angle un peu différent. En fait, je ne faisais même pas exprès. C'est ma manière de voir les choses. Et je pense que les profs qui s'occupaient des cours, enfin, des ateliers d'archi, enfin, les plus importants, je pense qu'ils étaient trop rigoureux et que pour eux, cette manière, c'était un peu fantaisiste pour eux. En fait, tu correspondais pas au procédé académique classique de l'archi d'intérieur. En tout cas, dans cette école. Par exemple, je me souviens, une fois, il fallait faire, par exemple, il y avait un projet il fallait faire en fait, il fallait faire des espèces de tentes, en tout cas des habitations qui pouvaient être démontées et transportées. Et moi, j'avais choisi de faire une sorte de campement sur la Lune. D'accord. Et puis, je sais que ce prof-là, il avait été ouvert, il avait aimé l'idée. Et je pense que j'avais une bonne note, mais j'avais un autre prof qui faisait une matière à peu près similaire. Il était assez âgé, c'était un architecte. Enfin, mes idées ne passaient pas vraiment. C'était pas du tout sa tasse de thé, quoi. Voilà, enfin, je me suis rendu compte que le design graphique allait me permettre de faire des choses plus, enfin, qui correspondaient plus à ma manière de voir les choses, quoi. En fait, je pense que dans toutes les écoles de design, on vous prépare assez tôt au monde du travail. D'accord. Enfin, c'est une bonne chose. Mais en fait, comme moi, j'avais à la base comment dire, une attirance plus vers les arts plastiques, dans le sens où j'aimais bien interroger les choses et créer une émotion, enfin, remettre en question certaines choses. Et en fait, j'avais l'impression que ça pouvait pas se faire. En fait, l'école, je vais pas, enfin, je peux pas reprocher ça parce que c'est juste vraiment moi. En fait, toi, ta personnalité, ta façon de percevoir déjà l'art et même le fait d'avoir choisi finalement cette discipline en plein milieu de voie alors que tu étais en écho faisait que tu avais une vision à toi, enfin une vision vraiment très personnelle de ces métiers-là. Et du coup, tu arrives normal dans une école qui oriente vers le métier, enfin tout simplement, vraiment, c'est se préparer au monde du travail. Et C'est du ça. coup, tu avais l'impression que oui, tu rentrais déjà dans une case alors que tu n'avais même pas eu le temps de réfléchir vraiment à comment À tu ce que allais je voulais t'épanouir. Ouais. faire, c'est Ouais. ça. Après, je comprends que ce soit, enfin, je comprends que ce soit, par exemple, rassurant, même pour les parents des élèves qui s'inscrivent, de voir tout de suite qu'il y a un projet professionnel derrière et enfin, que leurs enfants ils vont être intégrés dans le monde du travail facilement. Mais j'ai accepté, je me suis adaptée, en fait, je me suis adaptée, c'est ça le mot, Ouais, ouais, ouais. à, à cette manière de faire. Ah, par contre, je vais pas parler d'un truc. Quand j'étais en deuxième année, Ouais. quand j'étais en deuxième année, j'ai fait un an d'histoire de l'art à distance, en fait, en candidat libre. C'est pas pour avoir Le diplôme. enfin, le diplôme, quoi que c'est possible. Enfin, si on va à chaque session passer les examens, et tout, c'est possible. C'est la fac de Lille 3. Ils font de l'histoire de l'art à distance. Et D'accord. donc, je m'étais inscrite.
et je recevais les cours. C'était très intéressant. Après, je pense que pour vraiment suivre cette voie, surtout en parallèle à d'autres études, et en étant loin, enfin, en étant au Maroc, en fait, le truc, c'est que, enfin, moi, j'avais pas l'habitude des études à l'université, Ouais. où on n'est pas vraiment encadré, et il faut aller compléter tous les cours par des lectures qui sont recommandées et tout. Et par exemple, ici, j'avais pas du tout accès à ces livres et tout ça. Donc, j'avais pas vraiment, enfin, à part les cours, j'avais pas accès à tout ce qui allait compléter le cours. Donc, c'était un peu dommage. C'est pour ça que peut-être que je recommanderais pas forcément de faire ça vraiment, genre, sérieusement à distance parce qu'on manque de ressources, en fait. Mais enfin, j'ai appris plein de choses. Mais c'était vraiment intéressant. Par rapport à ces réflexions pendant ton parcours, on va dire, éducatif et à la sortie de tout ça, tu te définis plus comme artiste ou designer? Ou les deux? À ce moment-là, plus comme designer. D'accord. Moi, j'ai mis très très longtemps pour me donner pour m'accorder cette casquette. Je pense que c'est vraiment récent. Et justement, alors, c'est quoi un designer pour toi? Parce que le design inclut tellement de disciplines et que au final, il se retrouve place. C'est un mot qu'on voit partout, qui colle un peu partout. Et c'est pour ça que j'aime bien avoir en fait la définition propre à chacun de ce que c'est le design et surtout, tu vois, par exemple, par rapport à ta spécialité, qu'est-ce qu'être un designer graphique? Pour moi, le design, il est là pour apporter des solutions à des problématiques. Par exemple, en design graphique, ben, on va essayer de résoudre des problèmes de communication visuellement. Par exemple, que ce soit au niveau de la signalétique. Des fois, en fait, les gens, ils pensent pas forcément à tout ce que le design graphique apporte au quotidien. En fait, c'est tout. Ça va être, par exemple, tout ce qui est signalétique dans des lieux, que ce soit dans la rue, pour indiquer des endroits. Imagine si on vivait dans une ville où il n'y aurait pas de panneaux avec. C'est sûr, la pagaille. Déjà, quand il y a des panneaux, c'est la pagaille, alors je te dis pas sans. C'est ça. Et en fait, les gens, quand je leur dis ça, ils sont étonnés parce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point c'est vraiment présent dans leur quotidien. Ouais. Enfin, parce qu'en général, quand on pense design graphique, on pense plus à la pub et tout. Alors que c'est tellement vaste, il y a tellement de choses. Ça peut servir à vendre un produit, à inciter les gens à aller dans des événements ou alors à avoir un comportement social. Par exemple, tout ce qui se fait maintenant autour du coronavirus, enfin, toutes les campagnes pour inciter les gens à porter le masque, à prendre leur distance, ben, tout ça, ça rentre dans la communication visuelle. Tout à fait. Aujourd'hui, tu travailles en agence. Pourquoi tu n'as pas fait le choix du freelance? Au début, il fallait que j'ai de l'expérience. Je pense que je n'aurais pas pu me lancer tout de suite en freelance après l'école. Je pense quand même qu'il est important de passer par une agence ou autre, enfin, pour avoir une expérience. Je pense que c'est important, même si c'est dur, parce que moi, je crois que les 2 premières années que j'avais passées à l'agence, elles étaient vraiment dures, parce il faut apprendre, enfin, ce qu'on apprend à l'école, c'est pas forcément ce qui va être adapté tout de suite au travail demandé en agence. C'est assez différent. Donc il faut s'adapter, faut bosser énormément. Alors comme je t'expliquais, au début, c'est dur, donc j'avais besoin d'un espace pour m'exprimer en dehors de ce que je faisais, du travail que je pouvais faire en agence. Ouais. Et donc, je crois au bout d'un an, ouais, je crois qu'en 2011, j'avais
créer un blog. À l'époque, c'était la grande mode des blogs. Exactement. Ouais. Et en fait, ce blog, enfin, il me permettait de faire plein de choses que je ne pouvais pas faire dans mon métier. C'est un moyen d'expression et ça me nourrissait. Enfin, et en fait, c'était pas juste forcément euh, je postais pas que des choses liées à l'art enfin, ça pouvait être des textes. Euh, enfin, il y avait aussi un peu de mode. Il y avait plein de choses En fait, tout ce mélangées. qui, ouais, c'est tous tes centres d'intérêt où tu sentais, voilà, où tu étais plus épanoui de t'exprimer à ta manière sans être dans un cadre professionnel comme on l'entend, quoi. C'est ça. Ouais, Moi, quand j'ai découvert le monde des blogs, c'était incroyable. En fait, j'avais découvert plein de blogs américains de design. Genre, c'était fou. Genre, j'avais l'impression qu'il y avait des gens, enfin, de découvrir des gens qui faisaient des choses que je ne pensais même pas possibles. en fait, tu as intégré une sorte de communauté, quoi. C'est la création de la communauté de l'époque. Avant Instagram, En fait, au début, j'observais, mais un jour, je me suis dit, bon, je vais passer à l'action, je vais en créer un. ouais, Peu importe. Bon, voilà, je faisais ça quand j'avais le temps. Et en fait, ce blog-là, au bout d'un moment, euh, en fait, enfin, j'assistais à des événements culturels, par exemple des expos. d'accord. Mais au début, c'était vraiment très, très timide. Genre, je pouvais faire un article vraiment de temps en temps. Et en fait, il y a eu en fin 2012-2013, il y avait un webzine culturel qui s'appelait Artistique. Et en fait, il cherchait des rédacteurs D'accord. et j'ai envoyé ma candidature et ils m'ont prise. Enfin, c'était complètement bénévole, quoi. Je Oui, gagnais pas d'argent à travers ça, mais enfin, ils m'envoyaient des fois par exemple, j'ai assisté à la Fashion Week d'accord. en 2012. Oh, Oui. ouais, c'était en 2012. Oui, en fait, tu rentrais dans le milieu vraiment physiquement finalement, parce que tu C'est as ça. accédé à tout ça à travers enfin, le blog, tu as ouvert les portes du milieu culturel et artistique parce que ça te permettait d'y assister, d'aller sur place et de découvrir tout ça en vrai en fait. Ouais. Et en plus, j'aimais bien écrire, donc je m'étais dit que enfin, j'allais faire un petit portfolio d'articles culturels. Genre, je crois que je sais plus combien j'en avais écrit, mais je crois que, je sais pas, ça devait être une dizaine. Genre, il y avait de tout. Il y avait du cinéma, il y avait du théâtre, de la mode. Bon, vraiment, c'était assez varié. Donc, et j'avais aussi découvert à ce moment-là le musée Abdelrahman Tlaoui. Oui, Et à l'époque, en fait, ils faisaient des expos. Je crois que maintenant, ils en font plus. Comment? Je crois que ça fait quelques années qu'ils n'en font plus vraiment. Et il y avait quoi d'autre? Et j'ai découvert aussi, en fait, il y avait un endroit qui s'appelait le Studio Ivo, qui n'existe plus, malheureusement. En fait, c'était un endroit où à chaque fois, ils mettaient en avant des designers. d'accord. En fait, dans plein que ce soit dans la mode, même design culinaire. Et donc, moi, enfin, j'allais couvrir, enfin, quand il y avait des événements comme ça, je faisais un article. Et c'était vraiment cool, vraiment, enfin, des endroits comme ça, c'est dommage. Ouais, ils ont disparu en fait. Ouais. Et cette aventure, on va dire, de blogueuse sur le terrain, ça a duré combien de temps? Alors, je pense que ça a duré en vrai, ça a duré jusqu'à 2015, mais à la dernière année, je postais pas grand-chose, la vérité. Je pense que c'était plus 2014, je dirais. Et pourquoi tu t'es arrêtée en 2014? En fait, ça s'est fait, je pense, assez naturellement.
En fait, déjà, par rapport au boulot, ça devenait un peu, des fois c'était un peu compliqué. Et en Ouais, même temps, je pense que j'avais, en fait, là, avec du recul, je viens d'y penser là tout de suite. Je me dis, en fait, à ce moment-là, j'étais plus comme une, je dirais enfin, j'observais ce qui se passait, mais d'accord. j'osais pas forcément faire. Donc j'observais, je suis allée à plein d'expos, même enfin, même en 2014, j'avais un ami avec qui on faisait plein de vernissages, même si je publiais pas forcément, enfin, je publiais pas tous les vernissages que j'avais fait et tout, mais on en faisait beaucoup. Et je pense que je n'osais pas vraiment, enfin, en fait, je savais que j'étais capable de faire certaines des choses que je voyais, mais je ne me donnais pas vraiment la légitimité. Donc là, en fait, j'observais, je couvrais ces événements-là, mais les personnes que j'avais face à moi ne se rendaient pas forcément compte que j'avais le potentiel de faire ce qu'ils faisaient. Et en fait, sur mon blog, donc je postais, à part les articles un peu culturels, Ouais, je postais des fois des petites créations visuelles personnel du coup. voilà, personnelles, des choses qui me faisaient un peu rigoler. D'accord. Et en fait, alors, enfin, je t'ai parlé tout à l'heure du studio Ewa. Ils ont fermé, je pense, en 2014. Ouais, je pense que c'était en 2014. Et j'avais plus revu Valérie, mais Ouais, elle me suivait. Je pense enfin, elle me suivait toujours sur le blog. Et un jour, enfin, je pense que c'était un an plus tard, elle ouais, me contacte. Elle me dit, écoute, je suis en train de bosser sur une mission euh, pour, euh, pour un concept store qui va ouvrir à Marrakech, d'accord. dans un hôtel. Est-ce que ça t'intéresserait enfin, d'exposer ce que Ce que tu tu fais? fais sur le blog, ouais. Et moi, je me disais, ah, je sais pas, comment je vais faire? Parce que à ce stade-là, c'est des visuels sur un ordi, quoi. C'est Oui, pas. oui, oui, j'imagine. Parce que voilà, tu t'exprimais librement sans spécialement penser à exposer ou à commercialiser ton travail, en fait. Pas du tout. Voilà. Bon, Donc je me suis l'opportunité est dit, arrivée à toi comme ça, à travers quelqu'un que tu as croisé dans ta vie grâce au blog. J'imagine que c'est comme ça que Musk Studio est lancé, en fait. alors oui, euh, en fait, c'est ce qui m'a créé le déclic, ce que je vais te raconter la suite. Donc, ça D'ac- s'est pas exactement passé comme prévu. D'accord. Euh, donc, j'ai envoyé enfin, j'ai fait un petit dossier, une petite présentation, et j'ai envoyé à Valérie, et Ouais, qui a envoyé à son tour au concept store. Et donc, ils ont aimé, ils m'ont demandé de leur envoyer enfin, des affiches imprimées, des cartes postales imprimées et tout. Donc, d'accord. je suis allée chercher un imprimeur. Vraiment, je découvrais, enfin, je travaille avec des imprimeurs dans le cadre de mon boulot, mais là, c'était différent parce qu'il fallait que j'imprime mes propres visuels. Donc, il fallait chercher le bon imprimeur. Donc, j'en ai trouvé un au début. Donc, c'est plein de découvertes comme ça. Et en fait, voilà, j'ai eu mes petits prototypes et je les ai envoyés par la poste. Sauf que 2 semaines plus tard, la poste me contacte et ils me disent, mais en fait, on n'a pas trouvé cet endroit. Et donc là, ils me disent, on va te retourner ton envoi parce qu'on ne trouve pas. Ouais. Et j'essaie de contacter le concept, enfin la personne qui s'occupait, parce qu'il n'y avait rien. En fait, à l'époque, c'était un chantier, c'était le carré Eden. Il était encore D'accord, en chantier. d'accord, ok. Donc, la personne qui s'occupait du marketing enfin, pour ce projet-là, j'ai essayé de la contacter, elle répondait pas. Bref, c'est compliqué. Du coup, je me suis dit, bon, je laisse tomber. Sauf que ça m'a créé un espèce de déclic.
Donc, je me suis dit, ben, si ça n'aura plus, C'est que ça peut plaire à d'autres. enfin, je sais pas pour quelle raison ils n'ont pas pu recevoir les prototypes, mais je me disais, à la limite, c'est pas grave, que à la base, ça leur a plu. Et du coup, je me suis dit, si ça leur a plu, ben, ça peut plaire à d'autres personnes. Bien, ok. Donc finalement, ça s'est pas du tout concrétisé avec eux, mais ça a été le déclic qui a fait que tu t'es lancé vraiment dans la conception de tes Ouais. propres Mais visuels. alors, se lancer, il faut pas imaginer, moi, quand tu dis se lancer, parce que c'est vraiment petit à petit, quoi. Oui, C'est pas, genre, j'imagine que c'est vraiment un procédé. Donc là notamment, tu t'es. Alors, on va dire par rapport au lancement de Musk Studio, c'est-à-dire le fait de penser à un nom, à une marque, à un logo. Ça s'est fait quand exactement? alors, le nom, en fait, mon blog, à la base, mon blog, le tout premier que j'avais créé, enfin, j'avais un peu, enfin, comment dire, mon blog, il s'appelait Coral and Mint à la base. Sauf D'accord. que, à un moment donné, je sais plus en quel, je crois que c'était en 2014 ou fin 2013, je me souviens plus exactement. Non, 2014, je me suis dit que j'allais, en fait, scinder mon blog en deux. Donc, j'ai transféré tout ce que j'avais sur Coral and Mint, qui était axé culture, création, tout ça. Et Mhm. enfin, je l'ai renommé en Miss Linil. D'accord, ok. Et en fait, quand j'ai voulu créer ma marque, bah, Ouais. je me suis dit, je vais pas garder Miss Linil, je vais changer comme pour différencier du blog. Et enfin, j'ai choisi Misk Studio. Enfin, ça a découlé du nom du blog, en fait. Mais à ce moment-là, enfin, je crois que je me rendais pas vraiment compte. Je faisais les choses Ouais, un peu tu sentais spontanément. pas que tu étais en train de créer vraiment une entité, un nom, une marque et te lancer dans en fait, finalement, dans le commerce. Ça s'est fait à fur et à mesure, quoi. En plus, entre le moment où Valérie m'avait contacté pour envoyer mes Les créations, photos, ouais, oui. je crois que Ouais, c'était en mai 2015. d'accord. Et donc le temps qu'ils répondent, le temps que j'envoie enfin, que j'envoie les prototypes et pour ça qu'on me les rende, ça a pris, je pense, 2 mois. Après, donc en septembre, c'est là où je m'étais dit, voilà, si ça leur a plu, ben, ça plaira à d'autres personnes. Et en fait, étrangement, il y a une personne qui m'a contactée alors qu'elle savait pas du tout ce que j'étais en train, enfin, je ne connaissais absolument pas cette personne. D'accord. Et en plus, enfin, elle savait pas vraiment dans quelle démarche j'étais à ce moment-là Ouais. et mes questionnements. Et en fait, cette personne m'a proposé de participer à une exposante d'un événement qu'elle organisait. D'accord. Ok. Et c'était enfin, c'est un événement où ils ont donc fait plusieurs éditions et ils invitaient à chaque fois des artistes, des designers, des musiciens pour faire des talks. Et autour de ça, il y avait un petit espace exposant. Ok. Mais c'est assez incroyable comme coïncidence parce que vraiment, c'est encore, le process est encore interne et comme quoi on peut attirer vers soi des choses. Il y a des choses qui peuvent se passer en parallèle à une démarche Oui, qui vont aider à la concrétiser, même si on n'a pas du tout fait le pas exactement. pour ça se fasse. Oui, c'est ça. Parce que des fois, t'as beau programmer des choses, construire tout un plan, un truc, et au final, c'est plutôt le bon, enfin, on va dire, il y a un peu de chance, un peu de hasard, et surtout, une rencontre qui peut complètement tout changer, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, en fait, donc j'avais mes prototypes, enfin j'avais mes imprimés et tout, j'avais les cartes, donc j'ai emballé tout ça, genre il fallait que ce soit bien présenté, j'ai imprimé, enfin je crois qu'à ce moment-là, je ne pensais même pas à enfin comment j'allais vraiment commercialiser.
pour moi, les affiches, je me suis dit, ben, je vais les vendre enfin, sans cadre. Et donc, j'avais un seul modèle avec un cadre. Ouais. Que, en plus, ça devait se faire assez rapidement. Je devais tout préparer assez rapidement pour l'événement. Et donc, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. J'y suis allée, j'étais hyper stressée. Et donc, j'ai exposé, enfin, j'avais une table, donc j'ai un peu disposé tout ce que j'avais. Et en plus, j'y connaissais rien, donc j'ai mis des prix mais complètement, Allez, enfin, complètement absurdes. Genre, vraiment, c'était des prix très très bas, genre c'est anormalement bas. Euh, et donc voilà, j'avais un peu disposé tout ça et les gens ils passaient, ils regardaient, je voyais que ça allait, enfin, ils rigolaient, enfin, parce que moi surtout au début, mes collections elles étaient, enfin il y avait beaucoup d'humour et de jeux de mots et donc les gens ils s'arrêtaient, ils rigolaient, ils me posaient des questions pour que je leur explique des choses et voilà c'était, enfin, cette première rencontre avec les gens, c'est vraiment cool. Vraiment, c'est bien de ouais, voir en direct les réactions. tu voyais que tu créais des émotions en fait C'est ça. à travers tes créations. Et ce jour-là, il y avait à côté de moi, il Ouais. avait enfin, son stand, entre guillemets, il y avait Mouad Aboulhano. Alors Mouad, donc lui, il était déjà bien, il avait déjà, enfin, il était déjà dans le milieu Oui, oui, oui. depuis un moment. Et donc pour moi, c'était ouais, genre de me retrouver Comment en je me suis retrouvée milieu, à c'était côté de lui? incroyable. Et j'oublierai jamais un truc qu'il m'a dit ce jour-là. Il m'a dit, tu sais, il m'a dit si tu ne vends qu'un seul produit, ben ça veut dire que les gens, même si tu n'en vends qu'un seul, Oui, ça veut dire que tu dois continuer. Parce que j'avais un peu, j'avais raconté que, enfin, j'avais expliqué que c'était que enfin, que je commençais à peine, je savais rien. Et en fait, il m'a encouragée. Il m'a dit que je devais persévérer. Enfin, après, j'ai vendu quelques cartes ce jour-là. Je pense que j'ai vendu quelques cartes postales. J'ai vendu. Moi, pour moi, c'était incroyable. Enfin, le fait d'en vendre, enfin, que des personnes veuillent en acheter, ben, c'était complètement fou. Je crois que j'avais vendu une ou deux affiches, mais c'était surtout les cartes postales qui avaient le plus fonctionné. Et donc, cette phrase de Moed, elle m'avait beaucoup marquée. Enfin, je m'en souviens jusqu'à maintenant. Donc, après cet événement, j'ai eu envie de continuer. Même si c'était vraiment un petit événement, quoi. C'était pas, mais ça m'a donné envie d'essayer de faire quelque chose. Je crois qu'un mois après, parce que je voyais un peu les concept stores qu'il y avait. Je regardais un peu en ligne ce qu'il y avait au Maroc et tout. Et ouais. j'avais un peu l'idée que ben, c'était surtout les étrangers qui étaient exposés dans ces endroits-là. Et que ça avait l'air difficile d'accès. Et du coup, je me suis dit, bon, t'as rien à perdre. J'ai emmené j'ai emmené un modèle avec un cadre Ouais. et les autres sont les cadres. Et je suis allée à la galerie de Léman. À l'époque, enfin, ça n'existe plus. C'est dommage parce que c'est un endroit très sympa. Genre, c'est un appartement art déco, pas loin de la gare, pas Sympa. loin de Casaport. Vraiment un appart, enfin, hyper beau, très typique. Et j'avais même pas pris rendez-vous parce que je savais pas en fait comment ça se passait. Donc, je suis allée et donc il y avait la proprio, c'était une Française. Et donc j'arrive, elle me dit, ah, mais il faut prendre rendez-vous pour ce genre de choses, machin. Je dis, ah, je savais pas, je vais juste vous montrer, j'ai pas envie de vous déranger, je vais vous montrer rapidement Ce que je fais, oui. donc je lui montre. Et là, elle change d'attitude. Elle me dit, ah, d'accord, bah, j'aimerais bien, elle a choisi enfin, je crois que c'est la plupart des modèles. Elle m'a dit, est-ce que tu pourrais me les préparer?
pour, euh, pour novembre, en fait, elle a vu, il fallait qu'elle ait du stock pour Noël. Elle m'a dit, par contre, il faut que tu me donnes, il faut que que tu puisses me faire une facture, il faut que tu puisses machin. Donc, Et tout est il a pas prêt. fallu. Donc, je découvrais tout ça vraiment en même temps. Genre, il fallait que je vois comment j'allais. Il fallait déjà que je trouve un encadreur pour me faire la quantité qu'elle m'avait demandé. Il fallait que je trouve un imprimeur parce que le premier, je n'étais pas hyper satisfaite. Donc voilà, c'était pour ça. En plus, il fallait que je crée officiellement ma marque. Et donc voilà, c'est comme ça que, enfin, maintenant, Musk Studio existe officiellement depuis fin novembre 2015. D'accord. Donc, on va dire que le lancement administratif de Musk Studio, c'est fin novembre 2015. Mais après, après ça a pris, enfin, pour commencer à me faire connaître, ça a pris du temps. Je pense que c'est en 2000, enfin, je pense que c'est un an plus tard que vraiment, enfin, on a commencé à m'inviter à des événements et tout, à des expos. Hein. Si on en vient à justement à tes collections, donc tu t'exprimes en mélangeant les langues, puisqu'il y a de l'arabe, il y a de l'anglais, du français parfois, tu détournes des objets, tu joues avec les mots. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton univers? Comment tu abordes en fait les thématiques dans tes collections? Alors, en 5 ans, en fait, en 5 ans, ça a beaucoup évolué. Je sais qu'au début, j'étais plus enfin, sur des choses un peu drôles avec enfin, avec des jeux de mots. Euh, je saurais pas, enfin, je crois que je ne choisissais pas vraiment au début une thématique particulière, mais Ouais, c'était plus des choses qui te venaient à qui pouvaient l'esprit. m'inspirer et voilà, je construisais un peu autour. Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses, enfin, il y a des collections qui peuvent être très différentes. Euh, il y a des choses plus colorées avec les jeux de mots, avec du collage. Et il y a des choses beaucoup plus épurées. Par exemple, la collection que j'avais fait autour du village. Oui, Et comment j'adore enfin, le design scandinave, surtout à l'époque où j'avais commencé, ben, je voulais essayer de mixer un peu euh, enfin, tout ce qui est un peu traditionnel, enfin, les motifs traditionnels et leur donner un cachet un peu minimaliste. d'accord. Et aujourd'hui, tu continues en fait on va dire, est-ce que tu suis ton instinct et tu crées ou tu essayes de déterminer, on va dire, une thématique avant d'aborder une collection? Alors aujourd'hui, ça dépend aussi. Par exemple, et ça peut dépendre même d'un événement auquel je vais participer. D'accord, Par exemple, je pense en 2018, j'avais fait une collection autour de Casa d'accord, et c'était parce que c'était une thématique qui m'avait été demandée et donc j'ai construit autour de ça. Après, en général, c'est pas vraiment comme ça. Je ne fonctionne pas souvent en choisissant une thématique à l'avance. Que des fois, ça peut être plus une contrainte. Après, ça dépend. Vraiment, ça dépend des moments. Enfin, c'est très aléatoire. Ça dépend dans quel état d'esprit je suis. et d'ailleurs, comment tu crées? Quelles sont tes étapes de création? Tu commences par quoi exactement? Parce que je sais que tu es plutôt dans un procédé plutôt digital. Est-ce qu'il y a une partie manuelle dans ces étapes de création? Alors, oui, euh, généralement, des fois, en fait, des fois, je peux partir même à partir enfin, je peux élaborer quelque chose autour d'une phrase. Par exemple, je sais pas si tu vois mes affiches, par exemple, هلا الحب سكارى. Oui, oui, je la vois très bien, ouais. Ben là, en fait, ça avait commencé autour d'une phrase que je sais que dans la chanson de Kulthum, c'est Fokara. Oui, Et il y a même des personnes qui ont cru que je m'étais trompée sans faire exprès. En fait, c'était voulu d'ajouter Shidda oui, sur le cache. oui. Euh,
Et du coup, par exemple, cette affiche-là, enfin, c'est toujours un peu marrant de voir les réactions des gens. Et donc voilà, comme je t'ai dit, des fois ça part à partir d'une phrase. Des fois, par exemple, euh, dans cette même collection, par exemple, j'ai fait un travail photographique avant de passer à l'ordo. Par exemple, enfin, j'ai essayé de faire des petites mises en scène avec du sucre. J'ai essayé de faire des petites mises en scène avec un fond et de prendre des photos et après les retoucher. D'accord. Donc en fait, il y a vraiment, ça peut être un mot, ça peut être une photo. Donc tu utilises C'est finalement ça. plusieurs moyens au départ et ensuite tu regroupes ça derrière ton ordi. Voilà. Après, c'est pas toujours, enfin, ce process-là, enfin, c'est pas toujours celui que je fais. Des fois, je vais faire, par exemple, un croquis, ou par exemple, genre un petit croquis très, très simple, à partir duquel je vais me baser ensuite. Dans mon process, c'est pas forcément, je prends toujours des photos. Par exemple, il y a des collages que je fais où j'ai pas pris, par exemple, j'ai pas pris moi-même forcément les photos. Par exemple, tout ce qui va être autour de personnages anciens, un peu vintage, ben, ça va être des photos que j'aurais pas prises moi-même forcément. Oui, tu prends des photos libres de droit que tu rassembles en fait autour d'une thématique ou de d'autres objets ou de d'autres créations en fait. C'est ça. Et parfois, il m'arrive même de puiser dans l'album de ma mère Ah quand elle bien, était jeune. bien. Donc après, elle est pas forcément hyper. D'accord. Enfin, c'est pas quelque chose que je peux faire souvent Ouais. parce elle me dit ah mais les gens ils vont me reconnaître. Oui, donc en fait, même si finalement, même si on va dire ta profession est très digitalisée, à travers Musc Studio, tu utilises d'autres moyens pour t'exprimer en fait au final. La photo, le collage, les croquis. Est-ce que tu dessines d'ailleurs? J'ai vu que tu as fait une peinture acrylique qui est passée un peu inaperçue sur ton compte Facebook. J'ai pas osé en fait j'ai pas osé la mettre en avant. Ouais. Je sais pas pourquoi. Mais en fait, moi, le dessin, je ne suis pas une pro du dessin. Et ça, c'est important de le dire parce que les gens, ils croient que pour faire ce genre de métier-là, faut être hyper doué en dessin pour commencer. Alors que non. Alors, du coup, c'est quoi les, Alors c'est, que, c'est quoi les qualités d'un graphiste? Comment tu peux exercer ce métier? en fait, moi, je me considère, enfin, je sais pas comment expliquer. Par exemple, dans le cadre de Music Studio, je me définirais plus. Et encore, enfin, j'ai mis longtemps à utiliser ce terme. Enfin, je me définirais plus comme visual artist, alors que dans mon travail en agence, je suis graphic designer. Ouais, Euh, la différence, en fait, c'est que par exemple en agence, j'ai des briefs, j'ai des contraintes, j'ai des besoins de clients auxquels il faut répondre. Donc je ne suis pas vraiment libre de faire ce que je veux. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus contrôlé. Et en plus, il y a un process et en plus, il y a un but enfin, en fonction de, que ce soit pour communiquer sur un événement. Alors que ce que je fais pour Musc, c'est pas du tout la même démarche. C'est des collections qui vont tourner autour de mes inspirations du moment. Ça peut fluctuer d'année en année. Par exemple, cette année, j'avais envie d'explorer des choses un peu plus abstraites. Après, c'est pas forcément, enfin, les personnes peut-être qui me suivent depuis le début, c'est pas forcément ce qui va leur parler. Donc, c'est aussi un peu
compliqué d'essayer de trouver un équilibre entre ce que les personnes qui me suivent depuis le début ont l'habitude de voir et mes envies, euh, J'ai mes l'impression, envies du moment. t'es pas la seule à me dire ça. J'ai l'impression que quand l'artiste, entre guillemets, rentre dans une démarche commerciale, il est souvent confronté à cette problématique, c'est-à-dire est-ce que je m'exprime pour m'exprimer, tu vois, vraiment d'être libre, détaché de combien d'abonnés il a sur Instagram, combien de gens vont acheter ses œuvres, etc. Ou finalement adapter son travail artistique à on va dire, une demande de la part de ses abonnés, de ses clients, etc. C'est vrai que c'est assez... Ouais, c'est compliqué. Surtout avec Instagram, qui a aussi beaucoup changé au fil des ans. Par exemple, au début, vraiment, enfin, même toute l'ambiance qu'il y avait, elle est très différente de maintenant. J'ai l'impression que maintenant, c'est un peu plus toxique qu'avant. Oui, Et oui. je trouve ça un peu dommage. Il y a plus de pression en fait. Il y a plus de pression et ils nous poussent à sponsoriser. Ouais. Alors que moi, j'ai du mal avec, je sais que je dois commencer à le faire. Mais j'ai du mal avec cette idée-là. Enfin, l'idée de sponsoriser, je ne l'ai pas encore complètement acceptée. Enfin, surtout avec l'algorithme, surtout, je pense, depuis le confinement, parce que il y a une espèce de saturation de contenu. J'ai l'impression qu'il faut, pour être vu, ben, il faut payer. Il faut payer pour sponsoriser. Alors que Tu as créé ton compte Instagram en quelle année? je crois que non, ce compte-là, je l'avais depuis avant. Je crois que je l'avais depuis 2014, voilà. Avant Music Studio. Oui, donc en plus, tu as dû voir la différence entre la viralité que peut créer un post on va dire dans les années 2014-2015 et finalement la diffusion de ce post-là aujourd'hui en 2020. Ça se diffuse pas naturellement, on va dire, comme avant. C'est plus complexe parce qu'il faut trouver sa place, l'algorithme, il est ce qu'il est et généralement, tu as l'impression que pour avoir de la visibilité, il faut mettre de l'argent et surtout aussi beaucoup de temps, hein, dans le sens où il faut être là. Ouais, énormément. En plus, il faut utiliser toutes les dernières fonctionnalités pour être mis en avant. Genre, c'est Ouais, tout un c'est une programme. stratégie de marketing digital. Et moi, c'est pas forcément mon point fort, parce que déjà, j'ai pas, enfin, ça demande beaucoup de temps, et donc c'est du temps qui va être pris sur d'autres choses, enfin, sur la partie création. Moi, je peux pas tous les jours passer, je sais pas combien de temps sur Instagram à créer, enfin, à utiliser toutes leurs fonctionnalités, genre les stories, les reels, les IGTV, genre, ça me prendrait un temps fou. Bien sûr. Et d'ailleurs, toi, ta notoriété finalement, j'ai l'impression que tu l'as créée plus offline que online. C'est vrai que, enfin, moi j'avais l'impression que les deux étaient constamment liés D'accord. et que, par exemple, Instagram m'a créé, enfin, j'ai eu beaucoup d'opportunités grâce à Instagram, même si j'ai pas beaucoup de followers et même si, je pense que enfin, il y a à peine 10 ans, si je m'étais lancée il y a 10 ans, ça n'aurait pas fonctionné, je pense, parce que je pense que Instagram a permis, enfin, que ce soit Instagram ou Internet en Oui, les général, réseaux sociaux. a permis à des personnes de se faire connaître en dehors en dehors des circuits habituels Mmh, dans le monde de l'art ou enfin, du design au Maroc. ouais, je comprends. Mais c'est vrai que j'ai participé à pas mal d'exposants ces dernières années. J'ai aussi participé 2 fois à la Casa Design Week. Oui. Finalement, on peut dire que le nombre de followers ne définit pas le business. Oui, oui, c'est vrai. Pour englober un peu tout ton espace créatif. Je voulais savoir déjà, par exemple, quels sont les logiciels que tu utilises quand tu crées pour Musk Studio. Alors, j'utilise principalement Photoshop, Illustrator D'accord. et InDesign. D'accord. Donc vraiment, tu es dans les logiciels classiques du graphisme en fait. Oui, c'est juste que je les, enfin,
comment, je les utilise pas de la même manière et j'ai beaucoup plus de liberté dans ce que je fais pour Music Studio. Ouais, Et, 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 et aussi, enfin, ça arrive qu'on me dise que mon travail, par exemple, si je montre mon portfolio en agence et ce que je fais pour Music Studio, on dirait deux deux personnes personnes complètement différentes. différentes. C'est pour ça que, enfin, même au niveau, enfin, j'ai longtemps eu du mal à définir mon métier dans le cadre de Music Studio. Enfin, j'ai eu du mal à me qualifier, à trouver une manière de me qualifier parce que je considère pas vraiment que c'est, c'est du design graphique dans le sens de ce que je fais dans mon Je comprends, travail. ouais. En fait, c'est pas, t'as vraiment l'impression d'être deux personnes. Et j'ai envie de dire, heureusement que Musk Studio existe parce qu'il te complète en fait. C'est ce qui fait de toi, enfin, c'est ce qui fait ton épanouissement en fin de journée. S'il n'y avait que la partie FDOA, designer graphique en agence, Ah ouais, mais ça aurait pas été possible. Je l'ai fait. C'est vrai que même avant Musk Studio, je l'ai fait à travers le blog. exactement, Enfin, ouais, j'ai toujours eu besoin d'avoir quelque chose à chose côté, ouais. en parallèle pour. Et ça, je pense que peu importe l'endroit, enfin, peu importe l'agence dans laquelle j'aurais été, enfin, d'ailleurs, j'ai longtemps refusé des propositions de postes dans des agences plus axées publicité, Ouais. euh, parce que tout simplement, je savais que j'avais pas envie de sacrifier ma vie. Enfin, en général, dans les agences pub, en général, c'est des horaires hyper, enfin, assez tardifs, Ouais, enfin, bosser le week-end, et enfin, un rythme beaucoup plus soutenu que là où je suis. Et du coup, pour moi, je pouvais pas, j'avais l'impression que j'allais sacrifier ma vie pour des clients, enfin, pour vendre des choses, enfin, oui, il fallait maintenir un c'est équilibre avec, impossible. avec Musk Studio. Et j'ai vu que du coup, en fait, souvent, en fait, tu déclines, on va dire, tes créations, surtout sur, du coup, sous forme de tableaux, de posters. Est-ce que tu envisages de décliner ça sur d'autres supports? Alors, enfin, j'ai aussi fait un moment des tote bags. Enfin, j'en fais toujours, c'est juste que j'ai pas vraiment, j'ai pas vraiment mis en avant euh, les tote bags sur mon compte. D'accord. Quand j'ai fait 2 posts ou 3, je sais plus. Euh, mais oui, j'aimerais bien enfin, toucher à d'autres supports. Par exemple, là je suis sur 2 collabs, mais je peux pas encore en parler, mais Dans quelques tu verras jours. début 2021. D'accord. Euh, mais sinon, j'aimerais bien. Enfin, il y a des supports qui m'intéressent, mais je sais pas encore forcément euh, comment je vais comment je vais faire Ouais, comment tu vas t'adapter aux supports, en fait, comment tu peux t'exprimer sous ces supports-là. Et du coup, j'aimerais bien connaître aussi ton rapport à la couleur dans tes créations. Est-ce que est-ce que tu es attiré par des couleurs plus spécifiques que d'autres? Ou c'est vraiment, euh, clairement. c'est vrai? Je crois que En fait, déjà, Music en Studio, fait ton packaging, tout ça, ça tourne autour des mêmes couleurs. il y a une couleur qui revient Ouais, assez souvent. Je crois que c'est c'est un vrai, rose oui. Oui, pastel. oui, tout à fait. Et en fait, une fois, et tu sais, même mes vêtements, enfin, je porte beaucoup cette couleur. Ouais, Et une fois, j'étais avec un ami ouais. que je venais de rencontrer à ce moment-là. Il me dit, mais en fait, je portais une écharpe rose de la même couleur que j'utilise. Il me dit, mais c'est drôle, tu portes les couleurs que tu Les couleurs utilises. de ta marque que Euh, tu utilises. Sinon, donc il y a des couleurs un peu pastel, il y a du bleu,
Euh, Par exemple, il y a le bleu du Oui, logo oui, oui, tout à fait. qui est assez, qui est un peu soutenu. Ouais. Euh, Mais en général, c'est des couleurs un peu pastel. Il y a aussi du noir. Il y a pas mal de noir. Enfin, ça dépend des collections Tu aussi, intègres aussi du noir mais on du va dire noir. dans ces couleurs un peu pastel. Et est-ce que tu as des matières, en fait, c'est vrai que t'es pas, on va dire que tes créations sont plus digitales finalement, et ensuite il y a des impressions derrière, mais est-ce qu'il y a des matières qui t'attirent en fait, et notamment qui pourraient être de futurs supports pour tes créations? J'aime bien, par exemple, mais il y a des choses que j'aime bien, mais je sais que je ne vais pas les. Enfin, je sais que pour l'instant, je ne vais pas travailler Oui, d'accord. Ils sont pas autour. Enfin, adaptés je pense que j'ai pas les compétences nécessaires, mais j'aime bien tout ce qui est un peu poterie, D'accord. céramique, tout ça. J'aime bien regarder ce qui se Ce qui se fait. fait autour de la céramique. Euh, Oui, les tatous, j'aime bien aussi. d'accord. Euh, j'aimerais bien peut-être tenter un jour quelque chose d'abstrait sur des tatous. D'accord, ok. Mais je ne sais pas, enfin, je ne sais pas comment. Et du coup, quelles sont tes sources d'inspiration? Donc, je sais qu'il y a pas mal de la vie quotidienne marocaine déjà, par rapport à tes créations. Euh, les Oui. mots, les objets. Après, en fait, par rapport à la vie au quotidien, Ouais, ce qui n'est pas évident, c'est d'arriver à avoir un regard neuf oui, sur des choses enfin, sur des choses vraiment qui nous paraissent banales à force de les vivre tous les jours. En fait, c'est ça, je trouve c'est ça le plus, enfin, c'est ça le défi, le challenge pour moi, et c'est d'arriver à, à voir des choses, à trouver, enfin, même des choses un peu, même si c'est quelque chose que j'aurais vu tous les jours à la même heure, ben, il se peut qu'il y ait un jour où, je sais pas, il y aura une lumière différente ou là, un truc qui va attirer mon attention, il y aura quelque chose d'un peu poétique, je sais pas, un instant. Ça peut être enfin, des phrases que je vais, enfin, ça peut être des conversations, vraiment, ça peut être plein de choses. et est-ce Euh, qu'il y a une personne qui t'inspire ou un mentor dans ta vie? je crois que j'ai pas vraiment une seule personne qui m'inspire. Et j'ai pas vraiment de mentor, malheureusement, j'aurais bien aimé, mais j'en ai pas. Euh, Enfin, j'ai eu peut-être, enfin, ou alors j'en ai eu euh, à certains moments de par exemple comme ma prof d'art plastique, Exactement, dont tu as parlé, oui. mais enfin, donc c'est peut-être certains moments précis, euh, des personnes qui ont permis, qui m'ont ouvert les yeux sur certaines choses, mais là, enfin, j'ai pas vraiment de mentor. Et enfin, les personnes qui m'inspirent, il y en a beaucoup. Oui, c'est un mélange de plusieurs styles, plusieurs personnalités, plusieurs cultures qui font que il n'y a pas vraiment quelqu'un qui sort du lot, quoi. C'est tout un mélange de personnalités. Je voulais savoir, pendant cette période de confinement, est-ce que ça a été plutôt, cette année, on va dire, au-delà du confinement, a été assez lourde par cette pandémie de coronavirus. Du coup, est-ce que toi, tu l'as vécu plus comme une période créative ou une période plutôt pesante, en fait, d'un point de vue créativité? Alors, déjà, le confinement, il est venu dans un contexte où j'étais un peu au bord du burn-out parce que, à force de cumuler deux jobs différents, Ouais, à un moment donné, c'est pas possible de continuer à donner autant, enfin, de continuer à créer euh, en étant fatigué ou en ayant plus d'énergie. Donc vraiment, le confinement, il est venu à point nommé. Mais vers la fin, ça devenait un peu dur. Je vais pas
Je vais pas mentir, enfin, surtout, je pense le dernier mois, c'était dur. C'était vraiment dur psychologiquement parce que on n'en voyait plus la fin, on savait plus si ça allait se prolonger. Il y avait des décisions contradictoires, donc c'était un peu. Mais au niveau création, enfin, j'ai pas, ça n'a pas été très prolifique, la vérité, mais j'ai fait, enfin, j'ai posté certaines choses que j'ai faites qui étaient justement un peu différentes de ce que je faisais d'habitude. Des choses un peu plus abstraites, un peu plus. Donc là, je suis toujours sur ça. Après, je sais pas si je vais continuer. Enfin, je sais pas si je vais. Je pense que je vais continuer à explorer. Que là, en fait, ce que j'aime bien, c'est, c'est prendre des pièces du livre et essayer de faire des choses, enfin, les prendre séparément et pas enfin, ne pas construire quelque chose enfin, ce qu'on voit traditionnellement, mais essayer vraiment de les déstructurer complètement et de les séparer et essayer de les recréer, enfin, de les réassembler, mais d'une manière plus abstraite. Oui, je comprends. Et est-ce que, bon, déjà, je comprends que déjà, tu te poses la question sur ton statut et qui es-tu vraiment autour de Musk Studio, mais est-ce que tu sais quel est ton style? Est-ce que tu arrives à définir quel est le style de Fedwa à travers Musk Studio? Euh, ben, justement, en fait, ce qui est un peu, je sais pas, je ne sais pas si j'ai vraiment un style parce que j'ai exploré, enfin, j'avais pas mal de phases, j'ai l'impression enfin, j'ai l'impression qu'il y a eu des phases un peu différentes à chaque fois. Du coup, je ne sais pas, je dirais qu'il y a une partie où c'est du collage, pop art, c'est le mot qui va être attribué, mais même si je suis pas forcément 100% d'accord parce que moi j'aime bien, enfin, même au niveau des collages, même au niveau enfin, des choses un peu pop art, j'aime bien que ce soit quand même épuré. Les fonds, ils vont pas être chargés de motifs ou de. Enfin, ça va pas être. En général, je trouve que ce qui se fait en pop art, de ce que je vois, c'est un peu chargé. Oui, Et moi, ça me parle pas trop quand c'est chargé. oui, Donc j'aime bien, par exemple, juste avoir le minimum possible sur, par exemple, quand je fais un collage, euh, ouais, je pense que c'est ça. Après, il y a eu la phase où enfin, il y avait les jeux de mots. Peut-être maintenant j'en fais moins. Et j'aimerais bien retrouver un peu cet état d'esprit-là. d'accord. Et en fait, j'ai l'impression que ça m'échappe un peu. En fait, j'ai l'impression que, par exemple, pendant une certaine phase, ben, je vais pouvoir sortir certaines choses et que peut-être 1 an ou 2 ans plus tard, je ne saurais pas refaire. C'est pas que je ne saurais pas refaire Mais la que même ça chose, te mais représente ça plus, en viendra fait. pas. Oui, je comprends. C'est ça. Je comprends. Donc j'essaie de suivre un peu. Oui, en fait, tu suis vraiment ton mood et c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à tes collections. C'est pas quelque chose que tu as prédéfini en avance, en mode voilà, je vais faire telle collection, donc je vais créer autour de telle thématique. Tu n'es pas du tout dans cette démarche-là. Et du coup, je pense aussi, ça me rappelle aussi ce que tu disais par rapport à l'architecture d'intérieur, c'est que ta façon, en fait, même de créer ne correspond pas à un process particulier. Et même ce qui te plaît finalement à travers Musk Studio, c'est que tu ne rentres pas dans des cases ou des process. Tu fais selon toi, selon tes envies, selon ce que tu as envie de faire, ce que tu imagines, ce qui t'inspire sur le moment. Et, euh, et en euh, soi, je pense que c'est ce qui fait aussi, j'ai envie de dire, ça peut être aussi ta forme de style artistique, ta façon d'être en fait. Par contre, je vais parler rapidement Dis-moi. d'un truc auquel je viens de penser. En fait, maintenant, la question que je me pose, c'est comme je sais qu'à long terme, c'est pas possible de concilier deux
boulot. Même si Music Studio, je ne considère pas vraiment comme un boulot au sens classique. Mais je sais qu'à un moment donné, peut-être il faudra faire un choix, que c'est juste pas possible de continuer comme ça. Enfin, je m'en suis bien rendu compte cette année, je l'ai bien compris, enfin, on paye le prix physiquement. Et du coup, la question que je me pose, c'est si, si j'ai envie de vivre de Music Studio, est-ce que je vais devoir, euh, je vais devoir avoir un process plus, on va pas se mentir, avoir un process, ça facilite les choses. Oui, oui. Est-ce que je vais devoir penser plus au côté business? Voilà, en fait, c'est ça le challenge. C'est si j'ai envie d'en vivre uniquement, c'est comment je vais réussir à concilier le côté créatif, spontané, avec l'aspect business. En fait, Ouais. c'est ça Et le. j'imagine que, bah oui, je pense que c'est la partie la plus complexe en fait pour un artiste d'être dans cette démarche-là. C'est qu'à un moment donné, on a envie d'y vivre parce que ça nous épanouit, mais en même temps, le fait d'y vivre, donc on rentre dans une démarche commerciale, financière, etc. Et est-ce que ça n'entache pas cette partie épanouissante, parce que ça devient des contraintes, il faut vendre, donc pour vendre, des fois, c'est ce que tu disais même par rapport à Instagram, c'est que, pour moi, je retrouve un peu le lien là-dedans, c'est que pour plaire à une communauté déjà existante, est-ce que je continue à poster la même chose ou je laisse aller mon esprit artistique et je diffuse tout ce qui me passe par la tête. Donc c'est un peu, c'est vrai, Ouais, c'est une question ouverte et c'est assez complexe et tu le découvriras malheureusement ou heureusement, tu ne pourras répondre à cette question qu'en étant vraiment à 100% sur Muscle Studio. Et d'ailleurs, en parlant de commercial, où peut-on acheter tes œuvres? alors, on peut les acheter dans des concept stores comme avant il y avait un endroit physique, c'est la fabrique, et maintenant ils ont un site qui est Pop My Souk. Euh, il y a aussi la librairie Les Insolites à Tanger. Oui. Euh, il y a aussi un autre site qui s'appelle Bonopo Mhm. et un concept store à Paris qui s'appelle Mademoiselle à Marrakech. D'accord. Et sinon, il y a pour l'instant, j'ai pas un site, j'ai une boutique Etsy, j'ai un site Etsy, mais c'est quelque chose c'est une plateforme. Il faut juste, je poste les articles dessus, mais c'est pas un site personnalisé. D'accord. Et surtout, la boutique Etsy, elle est plus destinée à l'étranger, aux personnes qui veulent acheter à l'étranger, et dessus, en fait, c'est plus des affiches sans cadre que malheureusement, au niveau de la poste, c'est hyper compliqué. Les prix sont très élevés quand on envoie des objets. Enfin, un cadre, surtout, il y a du verre, c'est hyper risqué. En plus, il faut bien l'emballer, donc ça devient assez lourd. Donc, des fois, les personnes, elles peuvent se retrouver à payer plus en frais de port que le prix du tableau, quoi. Pour l'instant, en fait, si on veut acheter directement euh, sans passer par les concept stores, on peut juste me contacter sur Instagram et j'organise la livraison et tout. Donc, et il y a tout sur le lien, sur la bio, D'accord, ok. Donc, sur Instagram et même sur la page ok. Facebook. Donc, je diffuserai de toute façon sur le détail de l'épisode tes pages Facebook, Instagram et même ta plateforme, en fait, les différents sites effectivement que tu as cités en point de vente. Comme ça, les personnes qui sont intéressées par tes produits peuvent les voir. Et je voulais te poser une question que justement aussi je pose à tout le monde. Pour toi, quelles sont, on va dire, les principales problématiques de métier de designer au Maroc? Quelles sont pour toi les contraintes que tu as vécues dans ce métier-là
d'un point de vue, on va dire, salarial, en tant que salarié d'une agence, et aussi d'un point de vue, on va dire, aussi créatrice, et donc créatrice d'une marque de design graphique, en fait, à la vente au Maroc. Alors, par rapport au métier en agence, je pense que les jeunes qui sortent des écoles, ils ont du mal à trouver, ils ont du mal à trouver un, un emploi facilement. Peu importe l'école, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça marche beaucoup sur les connaissances Ça marche au réseau. et le carnet d'adresses. Voilà. Alors que quand tu es étudiant, ben, t'as pas forcément. Donc c'est un peu compliqué. Il faut faire des stages, il faut faire beaucoup de stages, et des fois il y en a qui peuvent profiter de ça parce que euh, ils peuvent te garder en stage, après ils vont pas forcément proposer un job derrière. Euh, Après, enfin, il y a tellement de cas, mais enfin, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué au début euh, de trouver, et surtout que comme dans tous les métiers, ben, ils demandent de l'expérience, et ben, quand tu es débutant, ben, forcément tout n'apprend. Oui, oui, oui. Et donc, je pense qu'il faut donner plus leur chance aux personnes qui sont récemment diplômées. Euh, et peut-être enfin, je sais enfin, qu'on trouve même pas des. Peut-être qu'il faudrait qu'il y ait une plateforme pour les créatifs. C'est pas pour les jobs de créatifs, que je pense que ça n'existe pas. Mais en fait, quand je parle enfin, de plateforme type enfin, de recherche d'emploi, parce qu'en général, je trouve que c'est pas très adapté à les sites de recherche d'emploi qu'on trouve. Enfin, les sites qu'on connaît tous, ben, je trouve que c'est pas très adapté au métier créatif. Et je trouve que des fois, dans certaines annonces, il y a pas mal d'abus. Genre, par exemple, enfin, il faut trouver une annonce où ils vont chercher un infographiste qui fasse plein de choses. Genre, c'est plusieurs métiers différents. C'est pas, genre, enfin, il faut que la personne, elle fasse des montages vidéo, il faut qu'elle fasse de la 2D, de la 3D, du motion design, du web. Genre maintenant enfin, les annonces en général, c'est un peu de tout. Alors que, alors que je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans certaines choses et on va pas forcément leur donner leur chance. Alors que les autres, peut-être ils maîtrisent un peu tous les logiciels, mais ils sont pas forcément approfondis. Mais des fois, j'ai vu des trucs hallucinants, genre genre être assistant de direction et graphiste, et avec des salaires de misère, genre En fait, il faut déjà que le design s'intègre dans le monde professionnel avec sa propre valeur, en fait. C'est que tant que les entreprises ne comprennent pas l'importance et la valeur d'un poste de design en interne, et je parle d'entreprises privées comme publiques, au final, comme les institutions publiques, je pense que le design a largement, et on le sait, et il l'a déjà démontré partout dans le monde, qu'il a largement sa place, et vraiment une place stratégique dans l'espace public comme dans les entreprises privées. mais même si, je dirais un truc, j'ai l'impression que dans les institutions publiques, il faut être pistonné pour trouver ce genre de job. Enfin, ou alors peut-être qu'il y en a très très peu et que ça passe, enfin, que c'est du bouche à oreille. Et j'ai l'impression que les gens, ils considèrent tout le monde, enfin, sur le même, enfin, au même niveau, quoi. J'ai l'impression que, comme ils savent pas, par exemple, enfin, moi, des fois, j'ai des réactions hallucinantes, genre, je vois des choses, par exemple, il y a un truc qui m'énervait beaucoup au départ. Genre, des fois, il y avait, par exemple, un client qui arrive, il a certaines idées reçues déjà, et que tu sois DC, que tu sois directeur de création, ou DA, ou graphiste, pour eux, t'es infographiste. Peu importe. Enfin, pour eux, ils englobent tout sous le terme infographiste. Et c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec ce mot-là. Parce que j'ai l'impression que c'est un mot valise dans lequel tous les métiers, tous les métiers un peu
comme ça, enfin, il rentre dans ce mot-là. Et en plus, il y a avec l'idée de la personne, de l'infographiste qui sait rien, qui fait des fautes d'orthographe. Il faut corriger après lui. Euh, Attends, il faut que je machin. Genre limite, ils sont impressionnés si tu fais pas de fautes. C'est hallucinant. Quelles sont pour toi, on va dire, les problématiques que tu as rencontrées avec Muscle Design? Un peu, on va dire, dans les grands axes, quoi. Déjà, comme je t'avais expliqué au début, que je t'avais dit que enfin, j'étais sur le blog et que j'observais ce que les autres faisaient. En fait, comme il n'y a pas vraiment des institutions qui vont encadrer, enfin, il y a certaines initiatives, mais malheureusement, elles survivent pas forcément. Enfin, ouais, elles survivent pas et il y a pas des institutions qui accompagnent les designers ou là, enfin, les artistes, les jeunes, je parle des jeunes artistes qui, qui commencent. Euh, je pense que c'est grâce à Internet que aujourd'hui, enfin, on peut se faire connaître par soi-même. En fait, il faut beaucoup compter sur soi, mais il faut pas attendre que les autres viennent, viennent nous, enfin, forcément, qui vont nous tendre. Enfin, ça va pas être offert sur un plateau, quoi. Il faut faire il faut montrer ce qu'on fait. Il faut aller, enfin, il faut aller voir, enfin, il faut voir des expos. Faut être présent dans plein de. Même si on ne fait qu'observer, ben, au fur et à mesure, on peut rencontrer des gens. Et ça se fait petit à petit, mais il y a personne qui va venir le premier jour et nous prendre par la main et nous dire, ah, tiens, toi, enfin, à part si la personne, elle a un talent peut-être incroyable, ou là, je sais pas, mais et je pense que dans le milieu de l'art, c'est encore plus compliqué parce que les galeries, je pense que c'est encore un milieu qui est fermé. Même si ça a évolué, même si ça a changé, mais j'ai l'impression qu'il y en a encore. Enfin, ça pourrait mieux. Enfin, il y a un côté un peu élitiste qui fait que. Et même les gens, peut-être ils ont beaucoup de talent. Moi, je connais des gens qui font de la peinture ou là, ils n'osent même pas partager ce qu'ils font. Ils n'osent pas montrer ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. C'est dommage. Donc, justement, quel serait ton message pour les jeunes Marocains, les jeunes talents qui veulent emprunter la voie du design? Qu'est-ce que tu leur dirais, justement? Je pense qu'ils doivent déjà, enfin, enfin, choisir une bonne école. Euh, mais pas forcément. Je sais qu'il y a des personnes qui sont autodidactes et qui sont très bien. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui changent complètement de voie, qui étaient, je sais pas, dans des métiers qui n'ont rien à voir et qui se forment tout seuls. Et franchement, ils ont de quoi être fiers parce que c'est pas facile d'apprendre tout seul. Euh, c'est vraiment, mais ils ont beaucoup de mérite, je trouve. Mais surtout, je pense que peu importe l'école ou là, je pense qu'il faut avoir confiance en, en ce qu'on fait, parce que c'est pas nous, enfin, si on s'accorde pas cette légitimité-là, il y a personne qui va le faire. Donc, il faut partager, il faut montrer, faut essayer de poser des questions. Moi, des fois, j'ai des personnes qui viennent me poser des questions, comment je peux faire ça ou comment tu as fait pour... Parce que des fois, on s'imagine que c'est très compliqué d'aller vers... je sais que ça a l'air intimidant. Moi, c'est pas le monde des galeries ou quoi, mais juste le fait d'aller voir un concept store, c'est hyper intimidant au départ. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas oser faire ce pas-là parce qu'ils se disent, oui, donc les gens, parce que quelqu'un, ils connaissent quelqu'un, parce que, mais pas du, moi, Anna, j'en suis la preuve vivante. Genre, je suis allée voir une personne, j'avais même pas pris rendez-vous, et elle me dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Au pire, elle me dit ah non. Elle va me dire non, et ben, j'irai tenter ailleurs. C'est pour ça qu'il faut être persévérant. Oui, oui, voilà.
faut persévérer et surtout croire en soi et surtout pas attendre que les autres viennent nous chercher, quoi. Non, parce que c'est hyper dommage. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de talent, ou ils sont là en mode ah, mais moi, ça leur paraît impossible. Ça leur paraît une montagne, alors que il faut juste faire un pas après l'autre. Et c'est tout. Et à qui tu aimerais passer le relais sur ce podcast? Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais écouter? Alors, j'ai pensé comme j'ai parlé de Moët tout à Ouais, l'heure, ben, j'aimerais bien écouter un épisode avoir son histoire. Ok, c'est noté, c'est noté. sur Moët Aboulhano. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup, Fedwa. C'était un super moment. Merci pour ta franchise. Merci pour tout ce partage d'expérience. Pour tous les conseils aussi qui vont certainement aider pas mal de gens. J'ai été vraiment ravie de t'avoir sur le podcast et j'espère à très bientôt en vrai. Oui, ben, merci à toi aussi. Vraiment, c'était un échange hyper enrichissant et ça m'a fait réfléchir à des choses auxquelles. Enfin, il y a des choses qui sont remontées, comme je t'ai dit tout à l'heure, dont je ne pensais pas forcément parler. Et je pense qu'on a beaucoup parlé d'ailleurs. Vraiment, merci. Merci de m'avoir accordé ta confiance et j'espère que ça pourra inspirer des gens à faire les choses. Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Vous retrouverez toutes les notes de cet échange avec les références dans la description de l'épisode. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute. C'est ce qui m'aide à bien le référencer et à le faire connaître. Parlez-en à votre réseau. Si vous avez des personnes à me recommander, je suis à l'écoute et ça me fera énormément plaisir. Vous pouvez également échanger avec moi sur le compte Instagram @designermarocain au pluriel. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.